Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je me présente, Delphine Bussière. Je suis l'animatrice de ce webinaire de l'ABI. Alors pour rappel, de l'ABI est l'expert incontournable en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements de santé. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter les différents outils mis à votre disposition si vous souhaitez interagir pendant ce webinaire. À droite de votre écran, vous avez deux modules, chat et questions. Alors sur le module chat, vous pouvez échanger librement pendant toute la durée de la présentation. Nos équipes de l'ABI en coulisses seront ravies de vous accompagner sur ce support. Dans le module questions, vous pouvez interroger nos spécialistes qui vous répondront individuellement. Alors à la fin de ce webinaire, nous reprendrons et traiterons en live les questions les plus fréquemment posées. Alors nous sommes aujourd'hui avec le professeur Philippe Hartemann. Bonjour professeur. Bonjour madame. Et également Céline Caille. Bonjour madame. Bonjour. Alors rappelons le sujet du jour, réseau sanitaire dans les établissements de santé, comment maîtriser la prolifération bactérienne et supprimer les risques de brûlure. Alors, on sait que beaucoup d'établissements de santé ont été confrontés un jour ou l'autre à des problématiques de prolifération bactérienne dans leur réseau d'eau. Alors, professeur Hartemann, vous venez de faire une publication scientifique dans la revue Hygiène sur cette problématique de prolifération bactérienne dans les réseaux d'eau. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Volontiers. Alors, dans un réseau d'eau sanitaire, il y a avec le temps dépôt d'une pellicule naturelle sur les tuyaux et les robinets qui est liée aux sels minéraux présents dans l'eau. Lorsque les micro-organismes présents dans l'eau vont se fixer sur cette pellicule, ça va s'appeler à ce moment-là un biofilm, parce que dans cette couche, il y a un milieu très favorable en termes d'humidité, de température et de nutriments. S'il n'est pas surveillé et maîtrisé, le développement bactérien dans ces réseaux d'eau peut devenir très problématique et à ce moment-là, une dégradation de la qualité d'eau distribuée risque de se produire, non seulement sur le plan chimique, mais aussi sur le plan microbiologique. Alors, sur le plan microbiologique, ce sont des germes pathogènes hydriques, comme par exemple Legionella pneumophila et Pseudomonas aeruginosa, qui vont se développer. Ces pathogènes opportunistes vont proliférer au sein des biofilms, mais surtout des amibes qui sont présentes dans le réseau sanitaire et qui sont de véritables chevaux de Troie pour les pathogènes opportunistes. Ce sont elles qui s'attaqueront par voie orale ou respiratoire, c'est le cas des légionnelles, lors d'une douche par exemple, à des patients immunodéprimés, ou directement par contact avec de l'eau sur une plaie ouverte, une brûlure, ou encore par l'intermédiaire d'un instrument contaminé par de l'eau du réseau, c'est le cas de Pseudomonas aeruginosa. Alors, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces bactéries? Je suppose qu'il y a des facteurs qui favorisent leur prolifération bactérienne. Oui, bien sûr, et la liste est longue. Prenons tout d'abord la stagnation de l'eau. C'est une des principales sources de contamination des réseaux par les bactéries. Elle est souvent liée à des points d'eau peu ou jamais utilisés, comme des postes isolés, des chambres inoccupées, comme celles au fond d'un couloir, ou encore de certains lavabos du personnel soignant qui servent peu pour le lavage des mains, en raison maintenant de la large utilisation des solutions hydroalcooliques. Autre exemple de stagnation, c'est ce que l'on appelle les bras morts. Ce sont des parties du réseau où l'eau ne circule plus du tout suite à la réalisation de travaux en aval, comme la suppression de douches ou de lavabos inutilisés, mais sans enlever pour autant la tuyauterie en amont. Tous ces points d'installation inutiles vont entraîner systématiquement une contamination des tuyaux et des robinets, avec possibilité de retour vers le réseau des micro-organismes qui s'y seront développés. Un autre facteur favorisant la prolifération, c'est une température insuffisante de l'eau chaude sanitaire qui va circuler dans le réseau. Dans un établissement de santé, mais maintenant aussi dans tous les établissements recevant du public, l'eau chaude est distribuée via une boucle qui doit être maintenue en tout point à une température supérieure ou égale à 50 degrés Celsius, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Pour être plus précis, il est clair que si nous avons fixé cette température à 50 degrés, c'est parce qu'elle stoppe la croissance des légionnelles. Et au-delà de 60 degrés, la destruction de toutes les bactéries commence. En revanche, si on a une température de retour de boucle inférieure à 50 degrés Celsius, l'installation tombe alors en zone de risque puisqu'il y a de nouveau possibilité de prolifération microbienne.
Je ne peux pas ici tout détailler, mais on peut aussi citer comme autre facteur l'entartrage, c'est-à-dire qu'une grosse quantité d'impuretés va sédimenter dans les appareils de production, de stockage d'eau chaude et dans les canalisations. Un autre facteur, ce sont des clapets anti-retour qui ne sont plus étanches, dont on reparlera tout à l'heure, ou encore une température de l'eau froide autour de 30 degrés qui devient tiède à cause d'une mauvaise isolation des tuyauteries et qui favorise bien sûr la prolifération des micro-organismes. Tout ceci contribue fortement à la prolifération microbienne et donc cette problématique est très complexe parce qu'il y a de nombreux facteurs qui vont intervenir. Ainsi, lorsque les gestionnaires des établissements de santé vont constater une contamination microbienne de l'eau, il est en général trop tard. À ce stade, la bonne ou la seule solution est de refaire tout ou partie du réseau avec bien entendu des délais et un coût de travaux important. Et pourtant, les gestionnaires doivent répondre dans l'urgence. Aussi, dans l'attente de travaux ultérieurs, ils vont essayer de mettre en place des solutions temporaires, ce que l'on appelle des opérations choc. Alors, pour que ce soit bien clair pour nos internautes, pouvez-vous préciser, professeur, ce que vous entendez par les opérations choc? Alors, quand on parle d'opérations choc, ce sont soit des chocs thermiques, soit des chocs chimiques. D'accord, vous pouvez encore un petit peu aller plus loin pour ceux qui nous regardent? Bien sûr. Alors là aussi, c'est assez complexe et donc je ne me contenterai de décrire les grandes lignes de ces opérations. Alors tout d'abord, pour ce qui porte sur ce qui est thermique. Comme on l'a vu tout à l'heure, on fait circuler dans les réseaux de l'eau normalement entre 55 et 60 degrés. Dans le cadre d'un choc thermique, on va passer la température de l'eau à plus de 70 degrés Celsius et cela pendant au moins 30 minutes. Car, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la température va inhiber la croissance ou permettre la destruction des micro-organismes. C'est d'ailleurs pour cette raison que les réglementations dont je viens de parler imposent généralement que le réseau soit bouclé entre 55 et 60 degrés sur la totalité du parcours, avec une température cible de 55. Mais si on n'est pas dans cette configuration, il y a un risque de prolifération bactérienne, d'où la tentation de réaliser un choc thermique, qui est une solution ponctuelle, qui est cependant difficile à mettre en œuvre, sauf si tout a été prévu pour le faire régulièrement, et ceci pour plusieurs raisons. Ah oui, lesquelles? Alors, les capacités de production et les réserves d'eau chaude sont en général insuffisantes, parce que ça n'a pas été calculé, pour obtenir assez d'eau à 70 degrés pour irriguer l'ensemble du réseau pendant 30 minutes. Et même si on arrive à produire de l'eau à 70 degrés, voire plus, il est dans les faits très très difficile de monter à plus de 60 degrés en tout point d'un réseau pendant 30 minutes. En effet, il y a plein de facteurs qui vont s'opposer à cette montée en température. La présence des dépôts à laquelle on a fait allusion tout à l'heure, dans les canalisations, puisque ça va servir d'isolant et ça va s'opposer à l'efficacité de la température. Les fameux bras morts dont on a parlé aussi vont échapper au traitement car l'eau ne peut pas y circuler. Et donc dès qu'on aura arrêté la circulation d'eau à 70 degrés, le flux va permettre de recontaminer à partir des bactéries qui sont restées tranquillement dans ces bras morts. La répétition des chocs thermiques peut aussi endommager les installations qui ne sont en général pas conçues pour supporter de telles températures qui vont entraîner des dilatations et des problèmes d'étanchéité. Ça peut aussi entraîner une turbidité anormale, c'est-à-dire une teneur anormale en particules suspendues dans l'eau, par des problèmes de relargage lors de cette montée en choc thermique. Et puis enfin, on sait que la pasteurisation, qui est une opération définie par Pasteur, traitement de quelque chose à 70 degrés Celsius, est connue pour favoriser l'émergence de germes résistants. Il n'est donc pas étonnant que l'on observe des sélections d'espèces plus résistantes ou plus pathogènes dans les établissements de santé qui pratiquent ce genre d'opération. Mais le plus important, qui est un risque alors vraiment fondamental, en réalisant un choc thermique avec une eau qui circule à cette haute température, c'est de provoquer des brûlures graves avec des cas mortels qui ont été rapportés dans plusieurs pays en cas d'utilisation intempestive d'une installation par un patient pendant un choc thermique, patient qui a une sensibilité amoindrie ou des réflexes amoindris en raison de son âge ou de sa pathologie. Alors on comprend que vous n'êtes pas favorable au choc thermique. Du coup, qu'en est-il de la désinfection et du choc chimique? Alors là aussi, on n'a
pas la possibilité de rentrer trop dans le détail dans le temps qui est imparti. L'objectif de la désinfection chimique peut être en continu ou en choc. En continu, ça consiste tout simplement en la désinfection classique des réseaux sanitaires. Il faut installer à ce moment-là un dispositif qui va injecter un désinfectant avec maintien d'une concentration résiduelle sensiblement constante dans le réseau, tout en respectant l'ensemble des critères chimiques, car l'eau chaude sanitaire doit rester potable et donc répondre exactement aux mêmes critères de qualité. Il faut savoir que ce traitement, à ce moment-là, n'est pas limité dans le temps, et donc, à contrario, il peut être arrêté lorsque l'activité microbiologique qui embêtait les responsables de l'établissement est revenue normale. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, car les amibes dont on a parlé, qui sont présentes dans les réseaux, et le biofilm, qui joue le rôle de réservoir de bactéries, notamment de légionelles, vont permettre de relarguer de nouvelles légionelles qui étaient cachées très tranquillement à l'intérieur du biofilm ou des amibes. Ainsi, dès qu'on arrête une désinfection chimique, une recolonisation rapide des réseaux est possible. Dans le cas d'une installation hautement contaminée, les gestionnaires vont alors se tourner vers un choc chimique, avec de fortes concentrations de chlore, par exemple, avec l'espoir d'une désinfection, cette fois-ci rapide et efficace. Un rinçage complet du réseau sera bien entendu nécessaire après l'opération, mais comme les chocs thermiques, les chocs chimiques soumettent ces installations à rude épreuve, avec de nombreuses conséquences techniques, en particulier la corrosion. Et là encore, les bras morts ne sont pas ou peu affectés par les chocs chimiques, puisque l'eau n'y circulera pas et la concentration du désinfectant restera très faible. Dans la plupart des cas, donc, la solution ne sera que temporaire tant que les véritables causes n'auront pas été traitées. Alors j'en conclus que ni les chocs chimiques ni les chocs thermiques ne semblent être la bonne solution. Dans ce cas, que faudrait-il faire? Alors, c'est clair que les traitements chocs n'ont pas une grande efficacité, sauf temporaire, et qu'ils risquent de contribuer d'endommager le réseau. Par contre, ils sont souvent nécessaires pour sauver temporairement une situation. Pour éviter la contamination à long terme d'un réseau et la survenue d'infections d'origine hydrique, la seule vraie solution passe par la prévention et le respect de la réglementation en matière de surveillance des légionelles. Alors, la prévention, c'est la conception correcte du réseau et le choix d'une robinetterie adaptée, ainsi qu'une maintenance régulière, qui sont les meilleures garanties de l'obtention d'une eau peu contaminée. Il faut aussi surveiller, bien sûr, les points critiques, tenir un carnet sanitaire pour voir toutes les interventions qui ont été faites et les dérives éventuelles, ou encore de respecter en tout point la réglementation, qui est non seulement obligatoire, mais qui est surtout efficace. Elle l'a démontré sur le terrain. Dans le cas d'une dérive, il faut savoir la détecter rapidement et intervenir au plus vite pour revenir à une situation normale avant qu'il ne soit trop tard. D'autant plus que si des opérations de plomberie se révèlent indispensables, elles vont souvent prendre du temps, d'où la nécessité de partir tôt. Les pratiques efficaces sont aujourd'hui connues, et il en sera question tout à l'heure, mais le problème est que les connaissances par rapport à la réglementation sont récentes et que la plupart des hôpitaux ont été construits bien avant l'entrée en vigueur des dernières dispositions réglementaires. Les contaminations bactériennes sont donc fréquentes en milieu de soins. Et en conclusion, si un établissement de santé n'arrive pas à se mettre aux normes et ne peut pas revoir toute son installation, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser des filtres terminaux qui sont les seuls à pouvoir garantir l'obtention d'une eau bactériologiquement maîtrisée, et ce, quel que soit le domaine d'utilisation. C'est pour ça qu'au cours du temps, on peut dire que l'utilisation des filtres à 0,22 microns s'est avérée être la solution de référence pour les usages, les zones sensibles et les patients immunodéprimés. Compte tenu de la capacité de coupure de ce type de filtration, tous les micro-organismes tels que les légionelles et les pseudomonas, mais aussi tous les autres de la même taille, sont retenus. Cela me paraît très clair. Merci à vous, professeur Hartmann. Maintenant, Madame Caille, nous avons vu que le respect de la réglementation était essentiel pour pouvoir prévenir la prolifération bactérienne. Quelles sont les solutions que Delaby préconise pour aider les établissements de santé ?
Dans un premier temps, je pense qu'il est important d'approfondir la réglementation dont nous parle le professeur Hartmann. Il faut savoir que cette réglementation a énormément évolué ces dernières années, et ce dans de nombreux pays, et plus particulièrement en Europe, où on a pu voir au Royaume-Uni ou encore en France une augmentation des réglementations en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau dans les établissements de santé. Alors, si je prends l'exemple de l'arrêté de février 2010, qui est relatif à la surveillance des Legionella en France, cet arrêté exige le contrôle dans toutes les installations sanitaires des établissements de santé. Alors, juste pour rappel, cet arrêté, il impose des prélèvements et des analyses réguliers de l'eau, mais il souligne aussi la nécessité de prévenir le risque bactériologique et donc de choisir des robinetteries qui conviennent. Malheureusement, cet arrêté, il ne concerne que la Légionelle. Il ne prend pas en compte le Pseudomonas aeruginosa, qui est encore peu connu dans certains hôpitaux, mais qui finalement est très compliqué à éradiquer une fois qu'il est installé dans les réseaux. J'ai d'ailleurs en tête cet exemple en Norvège, où fin 2021, le Pseudomonas aeruginosa a beaucoup fait parler de lui, puisqu'il a été responsable de cas de contamination et de décès dans les hôpitaux, alors que quelques années auparavant, il était méconnu. D'où l'importance de bien choisir sa robinetterie. Et c'est pourquoi, chez Delaby, nous proposons non seulement des solutions qui respectent la réglementation, mais également des solutions qui répondent à la problématique de Légionelle et du Pseudomonas aeruginosa, voire même nous allons au-delà. C'est-à-dire ? Prenons l'exemple de l'ANF médicale de 2017, qui est spécifique à la robinetterie dans le milieu médical. Cette réglementation, elle bannit les flexibles en EPDM et les aérateurs des établissements de santé. Delaby, bien avant cette recommandation, avait des robinetteries qui étaient déjà équipées de flexibles d'alimentation en PEX ou encore d'alimentation en cuivre, mais également des robinetteries équipées de brigets spécialement conçus pour les établissements de santé. Alors mieux encore, certaines de nos robinetteries sont équipées d'une sortie libre BioSafe, dont la surface à intérieur lisse va empêcher l'adhérence des impuretés et du dépôt de tartre. Un autre point important, c'est que l'ANF exige la pose de mitigeurs dont les fermetures des arrivées d'eau vont se trouver en amont de la chambre de mélange. Ce qui, d'une façon beaucoup plus simple, signifie qu'il faut des solutions sans clapet anti-retour. Et c'est vraiment ce qui va nous intéresser dans cette norme, puisqu'on sait que les clapets anti-retour présentent des risques, ils peuvent être source de développement bactérien, et il faut vraiment prendre conscience que des clapets anti-retour défectueux peuvent être responsables de décès dans le milieu hospitalier. Alors, vous voulez dire que les clapets anti-retour sont responsables du développement bactérien? Alors non, pas exactement. Il faut bien comprendre ce que je vais dire. Les clapets anti-retour ne génèrent pas le développement bactérien, mais il peut être source de développement bactérien s'il ne fonctionne pas correctement. Je m'explique. Un clapet anti-retour, c'est un mécanisme qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser passer de l'eau dans un sens, mais pas dans l'autre. Il va donc être utilisé afin d'empêcher l'eau chaude de remonter dans l'alimentation d'eau froide ou inversement. Maintenant, l'interconnexion est très dangereuse car on sait que l'eau tiède crée des conditions favorables à la prolifération. Au fur et à mesure de leur utilisation, cependant, les clapets anti-retour vont s'entartrer. Il y a des risques qu'une impureté vienne s'intercaler et il va donc falloir les vérifier au moins une fois par an. Et si on prend l'exemple concret d'un hôpital qui est équipé de 200 chambres avec un mitigeur de lavabo et un mitigeur de douche, eh bien, le calcul est rapide, ça veut dire 800 clapets anti-retour à vérifier par an. Soyons réalistes, c'est impossible. Et c'est pourquoi, chez Delaby, nous proposons des solutions sans clapet anti-retour avec des systèmes uniques dont la fermeture se trouve en amont de la chambre de mélange. Alors c'est très intéressant. Quels sont les autres points de la réglementation ? Il faut bien comprendre que nos solutions sont conçues pour prévenir la prolifération bactérienne. La prévention, c'est vraiment primordial. Il faut également comprendre qu'un robinet ne tue pas la bactérie, mais il va permettre d'éviter son développement. Et c'est pourquoi nos solutions sont conçues pour empêcher le développement du biofilm ou d'une bactérie dans le réseau. Alors, si on prend l'exemple du National Health England au Royaume-Uni,
afin de prévenir la prévention bactérienne, il recommande l'utilisation de robinetteries facilement démontables qui vont permettre de désinfecter les robinetteries au besoin ou encore de retirer le biofilm. Et bien Delaby, bien avant ces recommandations, on avait développé la technologie BioClip. Il s'agit d'un mitigeur à bec déclipsable ou encore d'un mitigeur entièrement déclipsable et qui va permettre de réaliser un nettoyage interne complet. Alors, le professeur Hartmann nous a parlé un petit peu plus tôt de l'importance de lutter contre la stagnation de l'eau. Eh bien, dans certaines réglementations, notamment en Allemagne, on nous impose de faire un rinçage périodique, ce qui est tout à fait possible avec nos robinetteries électroniques, puisqu'elles sont équipées d'une activation automatique 24 heures après la dernière utilisation. Et donc 24 heures après la dernière utilisation, le mitigeur s'écoule pendant 1 minute et il va rincer le réseau, les canalisations, et il va également permettre de purger le mitigeur et donc d'éviter la stagnation. Alors vous avez vraiment beaucoup de solutions. On a parlé des robinetteries sans clapet anti-retour, des robinetteries déclipsables, les robinetteries automatiques à rinçage automatique. La liste est vraiment très longue. Quelles sont les autres solutions que Delaby propose? Nous avons beaucoup parlé des lavabos et des douches. Maintenant, si on prend l'exemple dans les toilettes de la chasse d'eau avec réservoir, on retombe dans cette problématique de stagnation. C'est vraiment un facteur déterminant. Il faut bien comprendre que l'intérieur des réservoirs WC est recouvert de biofilm. La surface des parois est importante et la stagnation de l'eau en contact avec l'air dans ces réservoirs constitue un risque majeur de développement bactérien et donc de bactéries qui peuvent se propager dans l'installation sanitaire. Pour preuve, on a eu récemment une étude qui révèle que la légionnelle peut très bien se développer dans ces réservoirs WC. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans certains hôpitaux avec le développement de la légionnelle via des toilettes. Et chez Delaby, pour faire face à cette problématique, nous proposons la technologie de chasse d'eau directe sans réservoir. Pas de réservoir, ça veut dire pas de stagnation. L'eau n'entre pas en contact direct avec l'eau avant l'utilisation de la chasse. Il n'y a donc pas de risque bactérien, de risque de développement plutôt bactérien à ce niveau-là. D'ailleurs, de nombreux hôpitaux ont déjà fait le choix de la chasse d'eau directe sans réservoir. Alors si je continue dans les exemples, on a également des mitigeurs à intérieur lisse. Il faut savoir que la plupart des mitigeurs du marché sont généralement conçus avec un corps fondu en laiton qui est à intérieur rugueux, ce qui signifie qu'il y a des niches où peuvent se développer les bactéries. Et c'est pourquoi Delaby a développé des corps de mitigeurs à intérieur lisse. Un autre exemple qui est extrêmement efficace pour lutter contre la prolifération bactérienne, c'est de limiter la quantité d'eau en circulation dans le corps du mitigeur. C'est pour ça que Delaby va privilégier des passages d'eau restreints, ce qui va permettre d'augmenter la vitesse de l'eau en circulation dans le mitigeur. En outre, il y aura moins de stagnation d'eau une fois le robinet fermé. Là encore, on limite le développement bactérien. Et les robinetteries Delaby vont donc avoir une conception spécifique avec des corps de mitigeurs équipés de petits tubes. Maintenant, si on veut donner cet exemple en image, il vous suffit d'imaginer une rivière. La rivière, on va avoir une eau fluide et limpide qui s'écoule sur le milieu, alors que sur les côtés, on va plutôt avoir une eau qui s'écoule doucement avec un développement de la faune et de la flore, puisque c'est là qu'on va retrouver les insectes, les animaux. Maintenant, si vous imaginez un torrent en montagne, l'eau torrent, c'est du mouvement, c'est des turbulences, de la rapidité, et donc il va être beaucoup plus difficile pour les éléments de s'y accrocher. Et bien dans une robinetterie, c'est exactement la même chose. La vitesse de circulation de l'eau peut réduire considérablement le risque de développement du biofilm. Alors, nous avons vu l'importance de faire circuler de l'eau à une température qui soit élevée, mais du coup, n'est-ce pas dangereux pour les utilisateurs? Alors si, vous avez tout à fait raison. On a vu quelle était l'importance d'avoir une circulation de l'eau à une température élevée afin de limiter le développement bactérien. L'arrêté de novembre 2005 est d'ailleurs très clair en ce sens. Il y a cependant un risque de brûlure si les installations ne sont pas adaptées. D'autant plus que, comme on le sait, dans les établissements de santé, on va généralement avoir des résidents qui sont des personnes âgées, des personnes sous traitement ou ayant subi une opération. Et donc, il y a un risque accru de brûlure dans ces établissements. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2017,
suite à 3 décès dans des structures médico-sociales, la Direction générale de la santé a rédigé une note qui impose l'installation dans les douches de mitigeurs thermostatiques avec sécurité anti-brûlure. De fait, il faut à la fois faire circuler une eau qui est très chaude, il faut limiter le risque bactérien, le risque de brûlure, mais aussi pouvoir réaliser des chocs thermiques. Parce que si on revient sur ce dernier point, on a vu que le professeur Hartmann nous montrait toutes les limites des chocs thermiques, malgré que dans certains pays, ils soient encore obligatoires, notamment en Espagne, et que les hôpitaux avaient pris l'habitude d'en réaliser. Et c'est donc un risque supplémentaire. En effet, si un patient va pour prendre une douche alors qu'un choc thermique est en cours, il va y avoir un risque de brûlure immédiate à ce moment-là. Et c'est pourquoi vous trouverez sur la plupart des robinetteries hospitalières de chez Delaby une double butée de température qui va permettre de réaliser des chocs thermiques, mais seulement par le personnel de maintenance. Très bien, mais comment apportez-vous du coup à la fois sécurité et confort à l'utilisateur? Alors j'y viens. On sait que beaucoup de robinetteries installées dans les hôpitaux ou encore les EHPAD sont des robinetteries simples avec une commande unique sur l'eau chaude et sur l'eau froide, et donc un dispositif qui est insuffisant compte tenu de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il faut vraiment des dispositifs qui sont spécifiques aux établissements de santé. Delaby va donc proposer 2 technologies. La technologie à équilibrage de pression, qui est dite EP, et qui va permettre de compenser les variations de pression dans le réseau, mais également de température. Concrètement, un utilisateur veut prendre une douche, mais le patient de la chambre voisine est en train de se laver les mains à l'eau froide ou de tirer la chasse d'eau, il ne va sentir aucune variation de température. Et surtout, si par inadvertance l'eau froide est coupée, l'eau chaude va quasiment s'arrêter à 100%, ne laissant filer qu'un petit filet d'eau. On a également la technologie thermostatique, qui de la même façon va compenser les variations de pression et de température dans le réseau. Et surtout, si l'eau froide est coupée, l'eau chaude va se couper automatiquement et complètement. Et si l'eau chaude se coupe, l'eau froide se coupera automatiquement et complètement. On va ainsi éviter toute douche froide, tout mauvais réflexe dans la douche qui serait dû à une variation de température dans le réseau. Enfin, un petit détail qui n'en est pas un, avec Delaby, vous bénéficiez de la technologie SecuriTouch. C'est une sécurité accrue qui va permettre d'éviter tout risque de brûlure en touchant le mitigeur si on a un mauvais geste, puisque ce dernier est thermiquement isolé. Merci Madame Caille pour ces explications. Nous arrivons maintenant au terme de notre échange. Pourriez-vous résumer en quelques mots les points essentiels à retenir? Alors nous avons vu que les facteurs de prolifération bactérienne sont nombreux. Le professeur Hartmann nous a parlé des bras morts, de la stagnation. On a également vu une température de bouclage insuffisante ou encore des clapets anti-retour défectueux et j'en passe. Il faut donc impérativement respecter la réglementation qui est généralement efficace, mais également faire le choix de solutions et de robinetteries qui sont adaptées aux contraintes des établissements de santé. L'objectif premier, c'est vraiment de prévenir les contaminations des réseaux, car on a vu à quel point il était compliqué de les éradiquer. Alors, il ne faudra pas non plus oublier la sécurité et le confort de l'utilisateur. Enfin, je terminerai en me permettant de rappeler que les directeurs des établissements de santé sont juridiquement responsables des conséquences sanitaires liées à la légionnelle, mais aussi de la sécurité du patient et de l'utilisateur. Delaby, qui, dans le domaine de la santé, propose des solutions uniques, est bien entendu aux côtés de ces établissements pour leur permettre de se préparer et de s'équiper au mieux pour faire face à tous ces enjeux de sécurité et ces enjeux réglementaires. Merci beaucoup, professeur Hartmann. Merci également à vous, Madame Caille. On sent vraiment tous les deux la grande maîtrise que vous avez sur ce sujet. Merci à tous les participants de nous avoir écoutés. Merci de l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain événement Delaby.